Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo avec une nouvelle personne qui souhaite parler de l'endométriose, toujours le même sujet. Je voulais faire un petit point avant pour préciser que vraiment, ce n'est pas du tout dans le but de proscrire tout ce qui est médical, tout ce qui est opération, tout ce qui est traitement. Le but de cette vidéo, c'est vraiment le partage avec des femmes qui ont vécu cette expérience d'endométriose, qui sont encore parfois dedans ou qui sont encore ou qui sont complètement dans le chemin de guérison. Donc, ce qui est vraiment important dans ces vidéos, c'est d'avoir ce côté positif. C'est de se dire que finalement, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont pas forcément en lien avec la guérison totale par la ménopause ou et cetera, qu'on peut vivre une vie de femme normale à travers l'endométriose, que chacune a ses choix à faire. Il est hors de question de dire, «Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire tel régime, il faut aller voir telle personne» et cetera, parce que c'est pas le but, c'est juste des informations que les femmes ont traversées à travers leur parcours. En tout cas, le but est d'ouvrir au maximum aux femmes qui ont envie de partager qu'il y a eu des choses positives qui se sont passées dans leur vie ou alors très négatives, mais qui ont amené du positif. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui regardent les vidéos et qui veulent partager leur expérience, c'est avec grand plaisir. Je vous mettrai, mon adresse mail et le lien de ma page Facebook pour me contacter si vous êtes intéressés pour, partager votre parcours. Voilà, du coup, aujourd'hui, nous allons accueillir Hélène Macaire. Je suis ravie, Hélène, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hélène, elle a eu un parcours particulier aussi avec l'endométriose. Toutes les femmes que j'ai interviewées ont vécu vraiment le dur du dur, c'est-à-dire, voilà, Hélène va mieux l'expliquer que moi, mais vraiment des moments très sombres pour revenir vers la lumière et trouver leur voie, leur chemin. Voilà, ce qui est important, Hélène, dans peut-être ce que tu vas dire, c'est quels ont été les éléments déclencheurs, vers quel âge ça s'est produit, pourquoi, selon toi, parce que des fois, on ne le sait pas forcément. Qu'est-ce qui a été, très difficile et puis, en tout cas, qu'est-ce qui t'a permis, d'en être, à ton parcours, d'aujourd'hui? Voilà, je suis ravie, Hélène. Bah, moi aussi, Sandrine, ça me fait hyper plaisir. Bah, écoute, je vais essayer de répondre à tous tes éléments. Et puis, si j'oublie des trucs ou que tu veux des précisions, tu me le dis. Pas de souci. Alors, moi, l'endométriose, pardon, elle est arrivée assez tard, en fait, dans ma vie. Elle est arrivée à l'âge de 33 ans. C'est une période de ma vie qui était assez contrastée. Sur le plan professionnel, ça allait bien. Ou en tout cas, je me disais que ça allait plutôt bien. Tu vois, j'étais entrepreneur depuis quelques années, ma boîte se développait bien. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de grosses problématiques de ce côté-ci. Par contre, c'était vraiment du côté de la vie personnelle où là, c'était un peu plus merdique, disons-le. Et en fait, à 33 ans, je me suis séparée de mon conjoint. Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Ensuite, bon, j'ai eu des histoires qui n'ont pas marché. Et du coup, ça a généré, je pense, pas mal de déclencheurs, de mécanismes d'anxiété, de me dire, voilà, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple. Je sais pas, c'était une période, tu vois, assez mouvementée. Et l'endométriose est arrivée dans ce contexte-là. Et alors moi, du coup, ça a été assez spécial. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis passée de zéro symptôme à j'ai eu ultra mal. Mais vraiment, alors bon, évidemment, les douleurs de règles, tu vois, je m'étais évanouie dans ma salle de bain, j'avais des douleurs qui étaient à 9 sur 10, tu vois, enfin, vraiment, du coup, j'avais mon corps qui lâchait, mais c'était pas que des douleurs de règles, c'était des douleurs en continu, donc tout le temps. Du coup, j'ai été diagnostiquée très rapidement. Au début, on pensait que c'était des coliques néphrétiques et j'ai fait, je pense que c'est un peu plus bas. Et du coup, et donc très vite, en fait, je me suis retrouvée avec vraiment des grosses douleurs, du coup, une énorme fatigue. Et puis, je me sentais juste très, très mal dans mon corps. Donc, du coup, au départ, on m'a mis du coup, sous pilule en continu. La première pilule, ça a été encore pire parce que j'avais toujours très mal, mais en plus, j'avais des sautes d'humeur. Donc, il y avait des jours où je chialais ma race toute la journée et j'avais envie de me suicider. J'avais une flopée de boutons. Enfin bon, c'était Ouais. vraiment... Ça m'a pas du tout convenu. Donc, du coup, j'ai testé une deuxième pilule que je supportais un peu mieux, mais en fait, les douleurs restaient.
Et donc, à un moment, j'ai dit aux spécialistes qui me suivaient, s'il vous plaît, opérez-moi, parce qu'en fait, j'avais à ce moment-là, je pense que j'étais tellement flippée par ce qui m'arrivait et le fait que ma vie était en train de s'effondrer, j'y reviendrai, mais du coup, c'est vraiment toute ma vie est partie en cendres. En fait, je lui ai dit, mais opérez-moi parce que je veux savoir ce que j'ai. En fait. Parce qu'à l'échographie, au radio, on ne voyait pas grand-chose. Donc, on me disait que j'avais un peu d'endométriose. Et je disais, mais je me roule de douleur. Je ne peux pas avoir un peu d'endométriose, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai eu une chirurgie. Et le chirurgien m'a dit ah, mais je comprends pourquoi vous me disiez que vous aviez mal, parce qu'en fait, vous en aviez partout à gauche, c'était complètement rembarbouillé. Donc, j'avais des kystes, j'avais une tumeur derrière l'utérus, j'avais des tas de lésions à gauche. Enfin, c'était déjà assez avancé. Et il m'a dit ça devrait vous soulager. Et en fait, ça ne m'a pas soulagé du tout. C'est-à-dire que c'était encore pire après la chirurgie qu'avant. Là, je pense que c'est juste. C'est pas que la chirurgie a été mal faite, je pense que c'est juste que mon corps qui m'a dit bon écoute, tu as voulu nous la faire à l'envers en essayant de gagner du temps et en enlevant la racine du problème, donc on va bien te faire comprendre que tu as des trucs à aller regarder et puis pour ça on va t'immobiliser. Et donc du coup, en moins d'un an, j'ai vraiment, c'est ce que je te disais, donc j'ai vraiment tout perdu. Donc le mec avec qui j'étais au moment de l'endo est parti. J'ai plus été capable de travailler. Donc, j'ai dû m'arrêter. J'ai revendu les parts de la boîte que j'avais créée. Donc, je n'avais plus de revenus. Donc, je ne pouvais plus payer mon loyer parisien. Et donc, je me suis retrouvée, tu vois, à 34 ans, parce qu'entre-temps, il s'était passé du temps. Je me suis retrouvée à 34 ans à repartir habiter à côté de chez mes parents. Donc, et avec absolument plus rien de la vie que j'avais construit. Et là, je peux dire que, genre, j'ai vraiment pleurer tout ce que je pouvais parce que je me suis dit mais c'est pas possible, en fait j'ai tout perdu, j'ai absolument plus rien. Et du coup tu vois j'étais vraiment rentrée dans les mécanismes très sombres de j'ai plus de valeur, et donc j'avais vraiment, enfin outre le fait que j'avais ultra mal, mais en plus je me détestais mais prodigieusement parce que à mes yeux j'avais plus aucune valeur sociale, tu vois. Enfin, et en gros, j'avais des gros trucs autour de ça à aller régler. Et donc, du coup, mon ego a fait ouch, on n'aime vraiment pas cette expérience-là, quoi. Euh, et donc, du coup, je te la fais de manière un peu décousue. Mais donc, ce qui s'est passé après la chirurgie, donc du coup, je suis retournée voir mon spécialiste qui m'a proposé d'autres pilules, d'autres antalgiques, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais je suis en train de tourner en rond, c'est-à-dire que globalement, j'ai à peu près tout essayé de ce qu'on pouvait me proposer à ce niveau-là. Et en fait, j'avais des tas d'effets secondaires liés aussi à la prise de pilules, à la prise d'antalgiques. Et je me suis dit, là, je suis en train de tomber dans une espèce de spirale, en fait, qui ne me convient pas et surtout, enfin, qui ne me guérit pas, quoi. Je suis plus mal au bout d'un an qu'il y a un an. Et donc, c'était un soir vraiment de désespoir où j'ai tapé le mot endométriose dans Google et je ne savais pas ce que je cherchais. Mais j'ai fait toutes les pages une par une. Alors évidemment, je tombais que sur des histoires atroces. Donc je me disais, oh putain, je vais terminer sans utérus, genre avec une poche à caca. Enfin, tu vois, j'étais vraiment, c'était le bad trip total. Et vraiment, je me disais, ok, il n'y a vraiment aucun espoir. Et puis, je sais plus, c'est peut-être au bout de la 20e, la 30e page, je suis tombée sur le témoignage de Julie, donc, que tu connais, qui expliquait comment elle s'était guérie de l'endométriose. Et là, j'ai fait, ok, j'ai ma lumière au bout du tunnel. S'il y a au moins une femme qui a réussi à faire ce truc-là sur cette planète, c'est que par construction, moi aussi, je peux faire pareil. Et donc, du coup, je l'ai contactée. Elle m'a coachée pendant quasiment un an. C'est devenu une amie. Et donc, en fait, j'ai commencé à mettre un pied dans le fait de me dire, mais j'ai le pouvoir sur mon corps, je crée ma vie, je crée ma santé. Et donc, cette maladie que, de mon point de vue, en tout cas, tu me posais la question du sens, c'est de mon point de vue que j'ai créé parce que je ne vivais pas la vie que j'avais vraiment envie de vivre et du coup, j'étais terriblement frustrée. Et du coup, je me suis dit, la frustration, tu vois, pour moi, de toute façon, c'est quelque chose qui a trait à l'énergie sexuelle. Bon, j'ai une maladie qui touchait cette sphère-là, cette sphère de la création et de la sexualité. Et aussi du pouvoir sur soi. En tout cas, moi, c'est symboliquement la lecture que j'en ai faite. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler avec Julie, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui revenaient de maladies pas possibles. Et donc, du coup, j'ai commencé aussi, moi, à me faire ma propre opinion sur comment on crée la santé, comment on retrouve la santé quand on l'a perdue et quand on l'a perdue
grosse proportion parce que, tu vois, les mois qu'on suivi ma chirurgie, c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre la vidéo, c'est je pouvais même plus marcher, en fait. J'avais mais des douleurs d'utérus, des trucs atroces. J'avais l'impression que j'avais tellement de spasmes, j'avais l'impression que j'allais chier mon utérus par mon vagin, c'était horrible. Et du coup, même faire le tour du pâté de maison, c'était hyper dur, quoi. Porter un sac de course, j'y arrivais pas, ça me donnait des douleurs dans le ventre, pas possible. Enfin, c'était vraiment très, très invalidé, quoi. Et donc, du coup, de commencer à travailler avec Julie, de voir toutes ces personnes, tu vois, qui se sont... un truc qui m'a énormément inspirée, j'en parle beaucoup, du coup, autour de moi, c'est une médecin américaine qui s'appelle Terry Walls, qui, elle, s'est guérie de la sclérose en plaques. Tu vois, c'est des gens comme ça, où je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui se guérissent de trucs qui sont considérés comme non curables, donc c'est que c'est possible, et donc c'est que moi, je peux le faire. Simplement, ça va être un chemin très individualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette toute faite, c'est à soi-même d'aller comprendre et trouver sa méthode. En fait, c'est un peu une espèce de, je trouve, de chemin vers soi et d'invention ou de recréation de soi, la guérison. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais m'inspirer à la fois des gens qui ont réussi ce que moi, je veux faire aussi. Et puis, je vais, moi aussi, à un moment, trouver mes propres méthodes. Et donc, du coup, une des choses qui m'a... Alors, je ne me rappelle plus ni le nom de la nana, ni le titre de son bouquin, donc ça va être très utile, ce que je te dis, mais c'est dans le documentaire Heal, qu'on peut trouver sur Netflix et sur Vimeo, je crois. En fait, à un moment, ils interrogent une nana qui est médecin, qui est une américaine, et qui a étudié, je ne sais plus, 1500 ou 2000 cas de guérison, de trucs pas possibles. Et elle en a tiré 10 principes. En gros, elle dit, tous les gens qui se sont guéris de trucs pas possibles, ils ont fait, alors après c'était individualisé, mais en substance, ils ont fait ça. Et donc, quand j'ai vu les 10 trucs, j'ai fait, OK, j'ai ma feuille de route, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je vais faire ça. Donc moi, j'ai commencé par le moins compliqué, je me suis dit, on va commencer par l'alimentation et les compléments alimentaires. Tu vois, je me suis dit, tu sais, mon cerveau cartésien était en mode, c'est scientifique, c'est rationnel, du coup, ça me fait moins peur, c'est concret, donc on va faire ça. Donc ça m'a bien pris 6 mois de trouver une vitesse de croisière là-dessus. Donc j'ai testé là encore à peu près toutes les diètes possibles sur le marché parce que tu as chaque petite école qui te dit faut manger de la viande, faut pas manger de viande, faut manger des céréales, pas de céréales, du lactose, pas de lactose, etc. Donc je me suis dit bon, il y a quand même des grandes règles en fait qui reviennent. Et après, dans ces grandes règles, je pense que tu vois, chaque physiologie est différente. Et donc du coup, moi, au bout de 6 mois de test, j'ai trouvé, tu vois, la diète, donc moi je mange paléo en fait depuis 2 ans, donc c'est une diète alors moi qui est très végétarienne, très végétale, avec viande, poisson, œufs, et puis voilà, oléagineux, etc. Mais j'ai retiré céréales, produits laitiers, produits transformés. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Ouais. Et du coup, tu vois, je suis très vigilante sur le fait de... Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne fais pas un micro-écart, mais tu vois, globalement, je sens que mon corps est heureux d'être sous ce régime-là. Donc, tu vois, j'ai fait ça, j'ai pris des compléments alimentaires, je suis allée voir du côté, tu vois, de la naturopathie, etc. Donc, au bout de 6 mois, ça s'était à peu près stabilisé. Bon, j'avais encore pas mal de symptômes. J'étais très, très fatiguée, donc je dormais, mais genre 14-16 heures par jour au début, quoi. Mon corps était en mode... Donc, j'ai passé énormément de mois à beaucoup dormir aussi. Et puis, bien évidemment, j'ai aussi, et ça, j'ai commencé à le faire, et après, je l'ai fait avec beaucoup plus d'acharnement, mais je suis vraiment allée travailler sur mon mindset, en fait, sur mon état d'esprit. Et tu vois, moi, le truc que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que je me disais, mais putain, j'ai coché toutes les cases, tu vois, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être heureuse et réussir ma vie, et même comme ça, je n'étais pas heureuse, tu vois. Et donc, du coup, je suis allée vraiment comprendre qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de dire, qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer. Moi, il y avait énormément de choses que je réprimais, en fait, en termes de conviction, en termes de création, en termes de façon d'être aux autres, d'être en relation avec les autres, de façon d'être au monde, etc. Et donc, je suis allée nettoyer progressivement tous ces mécanismes-là. Alors, j'ai fait plein de choses, tu vois, je fais de l'hypnose, je fais du coaching, je fais du chamanisme. Enfin, là encore, j'ai testé plein de trucs. Et puis, c'est en mars dernier, en fait, j'ai senti que il y avait un bout du chemin qu'il fallait que je fasse toute seule. Et que ça n'allait pas être l'extérieur qui allait m'aider à comprendre des choses, mais c'était des trucs que j'avais à comprendre moi avec moi-même. Et ça a été, j'ai envie de dire, à la fois peut-être
la plus dure partie du chemin et en même temps celle qui a été la plus puissante. Parce qu'en fait, je suis tout simplement allée m'aimer, me comprendre et m'assumer pour qui j'étais au lieu de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou prétendre être quelqu'un d'autre que ce que j'étais. Et donc, à partir de là, il y a vraiment comme une espèce de nouvelle étape en fait qui s'est ouverte. Alors du coup, j'ai commencé à aller beaucoup mieux psychologiquement, j'ai commencé à aller beaucoup mieux physiquement, avoir plus d'énergie. Donc, tu vois, en mai dernier, je me suis dit, OK, c'est bon, je peux retravailler, mais simplement, je ne vais plus faire ce que j'ai fait par le passé. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, donc soit 2 ans après l'opération et quasiment 3 ans après le diagnostic, je dirais que j'ai enlevé 90-95% de mes symptômes. Donc, tu vois, je prends plus de traitement depuis bientôt 2 ans. Mes règles se passent super bien. Elles durent 2 jours et demi, 3 jours, au lieu que ce soit hyper abondant, franchement, parce que du coup, j'avais aussi des trucs peut-être qui vont te parler, mais j'étais très souvent en anémie, en manque de fer et tout, même avant les symptômes de l'endo, mais parce que du coup, je perdais beaucoup et j'ai toujours perdu beaucoup de sang. Et ça, du coup, c'est complètement terminé. Et en fait, tu vois, ce qui me reste en termes de symptômes physiques aujourd'hui, c'est encore, on va dire, une sensation de tiraillement dans les lombaires à gauche qui reste et des petites douleurs à l'ovaire. Mais si tu veux, voilà, il y a 2 ans, je ne pouvais plus marcher et je tournais au tramadol. donc très clairement, ça va beaucoup mieux. Tu vois, je peux refaire du sport. Je suis quelqu'un de très sportif. Aujourd'hui, je peux faire 80 km à vélo dans la journée. J'ai 0 problème, tu vois. Enfin, j'ai retrouvé une vitalité qui permet de vivre normalement, qui me permet de vivre aussi, c'était important pour moi, mais de vivre sans médicaments lourds et du coup sans les effets secondaires, parce que moi, les pilules me collaient des infections gynéco en permanence. J'avais tout le temps ça et ça du coup pareil j'ai plus et donc très clairement je me dis voilà, je me considère pas comme totalement guérie aujourd'hui, je dirais que je suis guérie à 90%, ce qui est déjà énorme, et je sais que les 10% vont finir par partir ou par passer, mais déjà ça, enfin le chemin que j'ai fait, moi je suis très très contente de ce chemin-là. Je pense que ça a permis plusieurs choses. Je pense que ça m'a donné une espèce de foi en béton armé sur ce qu'on est capable d'accomplir en tant qu'être humain, et le fait qu'on ne subit pas notre corps, mais qu'on crée notre santé, qu'on est maître en fait de notre corps, et que du coup, on n'est pas impuissant face à la maladie. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai cette certitude-là, en fait, qui est profondément ancrée. C'est aussi avoir compris, tu vois, que pour moi, la maladie, c'était un signal, c'était pas un truc à abattre. Au début, moi, j'essayais de l'abattre. Bien sûr. Et je suis plutôt après allée écouter ce qu'elle avait à me raconter. Et aussi, moi, ça m'a vraiment, si tu veux, bien sûr, on ne meurt pas de l'endométriose. Par contre, pour être tout à fait honnête, il y a un moment de ma vie où j'avais tellement mal que j'ai vraiment pensé au suicide. Tu vois. J'avais tapé, j'étais aux urgences, je me souviens, et j'avais tapé euthanasie en Suisse, tu vois, dans Google, et je m'étais dit, en fait, si ma vie c'est ça, c'est d'être au tramadol aux urgences avec une perle dans le bras, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, tu vois, le fait d'être autant allé regarder de près, je pense, la possibilité de mourir, parce que j'avais juste plus envie de cette vie-là, et j'avais plus envie de cette vie de douleur physique. Je pense que l'espèce de miroir inverse, c'est que ça m'a donné du coup l'occasion de me poser sincèrement la question de pourquoi j'avais envie de vivre, tu vois. Qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de créer, qu'est-ce que j'avais envie de dire, vraiment moi, et pas tu vois tous les programmes en fait que je suivais pour être, on va dire, une bonne personne, quoi. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui, donc je t'en ai un peu parlé quand on avait échangé la première fois, c'est donc j'ai inventé en fait un nouveau paradigme de coaching en fait qui est de libérer le génie transgressif, la part hors norme des gens pour créer du coup leur œuvre d'art et créer du coup à la fois leur œuvre et tout un business model qui leur permette de vivre de ça. Et en fait, c'était des choses que je portais en moi depuis très longtemps.
et que j'osais pas sortir parce que j'en avais peur, parce que ça me semblait trop chelou, trop bizarre. Et du coup, d'avoir eu l'endo, en fait, je pense que ça m'a, d'une certaine manière, ça m'a désinhibée. C'est-à-dire, je me suis dit, mais je veux vivre pleinement ma vie, je veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou je veux pas vivre une demi-vie. Et en fait, même avant, sans être malade, je me faisais vivre une espèce de demi-vie parce que c'était tout simplement pas ma vie. Bien Et sûr. du coup, le fait d'avoir vécu ce truc-là où je me suis dit, ben, j'ai envie de mourir, où j'ai plus C'est envie de ça. vivre comme ça m'a permis d'aller vraiment vers moi. Et du coup, comment dire ça? Je pense que je suis en paix, en fait, avec le fait d'avoir vécu cet épisode-là. Parce que ça m'a permis de comprendre ce que j'arrivais pas à comprendre autrement, tu vois. OK. Donc, Justement, tu parlais, quand on en a discuté, que je pense que c'est beaucoup le cas de femmes atteintes d'endométriose, c'est de réprimer quelque chose qui leur appartient. oui. Pour toi, finalement, ça a été salvateur de par le fait que tu as recréé une vie complètement différente, tu as appris à faire différemment et puis, comme tu dis, le fait d'avoir touché, vraiment, le fond du trou en se disant: «Ben, c'est soit ça passe, soit ça casse», quoi. Oui, c'est ça. En C'est gros, si je le disais comme ça, je disais c'est soit tu comprends, soit tu crèves. Tu vois. Donc, mais c'était vraiment comme ça que je me posais le truc, tu vois. c'est ça, c'est ça et du coup, réprimer, qu'est-ce qui pourrait faire que la femme atteinte d'endométriose, justement, elle est dans ses barrières, elle ose pas et que la maladie, en fait, vient la réveiller, en quelque sorte, en lui disant: «Tu as un plein potentiel». On en a parlé avec d'autres femmes que j'ai interviewées. C'est des femmes souvent qui sont hypersensibles, souvent qui sont haut potentiel, clairement. Et pourtant, elles sont enfermées dans des archétypes. Alors, ça va être ou soit au niveau familial ou soit au niveau professionnel ou des fois, parfois les 2. Mais, c'est ce côté où on n'ose pas, en fait. On n'ose pas Oui, montrer qui on est et oui, du c'est coup, là, exactement ça. on est, rattrapé par, cette pathologie qui est quand même très féminine et très, basée sur, bah, notre base à nous, finalement, notre centre, parce que l'énergie, tout ce qui est intuitif et cetera, au niveau de la femme, vient, de cette source-là, qu'on essaye d'enlever la plupart du temps puisque justement, elle est douloureuse, donc on essaie de l'éliminer. Pour toi, est-ce que ça a été question? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bon, bah, quitte à souffrir, autant qu'il m'enlève tout et puis» Alors ça, non, tu vois, je me suis dit, parce que bon, tu vois, je j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais en avoir. Et je me suis dit, je veux pas me retrouver sans utérus, tu vois. Enfin, ça Mmh. n'en a jamais été question, en tout cas pour moi, même, Oui, tu vois, enfin, quand j'avais fait la chirurgie, le chirurgien m'avait bien expliqué que, tu vois, parce que j'avais des kystes aux ovaires, des endométriomes, il m'avait dit, voilà, on va ponctionner, on va pas retirer le kyste pour éviter d'amocher votre ovaire. Enfin, tu vois, moi, j'avais vraiment ce truc de oui, je veux conserver mon corps, tu vois, en état, dans son état originel. Donc, non, ça, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de me dire. Et puis, je pense qu'au fond de moi, tu vois, ça a mis quelques mois à émerger, mais je pense qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait une autre voie qui était possible que celle, justement, médicamenteuse, qui en tout cas, moi, me convenait pas. Et par contre, pour rebondir, moi, en fait, ce que je réprimais, c'était vraiment toutes mes idées, alors tu vois, que moi j'appelle hors normes. Mais donc tu vois, oui, je suis HP, du coup, comme plein de HP, on a cette grande sensibilité, etc. Et en fait, du coup, moi, ce dont j'avais la sensation pendant très longtemps, c'était d'avoir un espèce de monde intérieur, tu sais, super puissant, super vrombissant, etc. Et quand je voyais mon extérieur, je me disais, mais mon truc chelou, il peut juste pas cadrer, en fait, avec l'extérieur parce que c'est trop déviant, c'est trop disruptif, c'est trop transgressif. Et du coup, basiquement, je savais pas quoi faire de qui j'étais, tu vois. Enfin, c'est ça. parce que j'avais l'impression que si je sortais ce truc-là, j'allais foutre une espèce de bombe thermonucléaire, tu sais, à l'extérieur. Et du coup, ça me faisait ultra peur. Et je me disais, bah, en fait, je vais finir toute seule, puis personne ne voudra jamais de moi, etc. Et du coup, toutes ces dimensions hors normes, en fait, je les réprimais. Et, et là, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je les réprime plus, tu vois. Et au lieu de les réprimer, c'est bah, je crée avec, je les célèbre. Et en fait, je les célèbre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des parts belles, des parts géniales,
des parts en fait qui créent du beau, tu vois, mais Mm. avec lesquelles je me suis battue. Tu vois, je te donne un exemple tout simple, mais un truc que je réprimais énormément, c'était mon côté très direct, mon côté très cash. En fait, tu vois, on m'avait dit, mais non, mais Hélène, c'est pas bien d'être comme ça, soit moins direct, soit moins cash, ou par exemple, tu vois, le fait que je sois quelqu'un de très rapide, etc., c'était non, mais adapte-toi aux autres. Et en fait, ça, c'est je passais mon temps à m'adapter, tu sais, au lieu d'être qui j'étais. Et là, j'ai fait, OK, l'adaptation, c'est terminé, parce que ça m'a mené droit à la maladie, en fait, de me Oui, faire souffrir à me courber, en quelque sorte, à me foutre, tu sais, dans une espèce de toute petite boîte, quoi. Et je me suis dit, ben, juste, je vais créer ma vie à partir de qui je suis et pas essayer de rentrer, du coup, dans des cases, en fait, dans des normes qui ne sont pas moi. Et donc, du coup, bah, je suis allée aimer mon côté direct et cash, je suis allée aimer mon côté rapide, je suis allée aimer mon côté mystique, je suis allée aimer mon côté déjanté, je suis allée aimer tout ça. Et en fait, de libérer tout ça, j'ai fait ah, je respire mieux, ça va mieux. Et du coup, c'est juste, bah, ok, je vais être en contact avec des environnements et des gens qui vibrent avec bien ça, et sûr. je vais juste plus me forcer, tu vois, ce qui veut pas dire derrière, tu vois, enfin, j'ai une conception qui est très libérale ou très libertarienne de la vie, c'est-à-dire que moi, les gens peuvent penser à peu près ce qu'ils veulent. Enfin, pour moi, chacun est libre de créer son monde. Et après, voilà, c'est comment les différents mondes coexistent en paix les uns avec les autres. Mais je pense qu'avant, c'est ça, j'avais ce désir-là d'être libre et de créer mon monde, mais ça me faisait ultra peur et je m'en Mm. sentais pas capable. Et l'endo m'a amené par la fenêtre ou par la porte, tu vois. C'est que je me Bien suis dit, sûr, en fait, que si tu comprends, soit tu crèves. c'est ça, Et du coup, bah, je me suis dit, je pense que je vais plutôt essayer d'aller comprendre. c'est ça. Ça me semble une meilleure stratégie, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, ta part à toi de réprimer, ce que tu pouvais réprimer, c'était quelque chose qui te faisait peur à la base. Oui, C'est quelque chose que tu n'avais pas envie d'aller rencontrer. Des fois, c'est ça. On ne dit pas ah ben, je réprime parce que je suis trop gentille ou parce que non, c'est pas forcément ça. Ça peut être un côté très sombre et oui. on n'a pas trop Ou envie. avec des gros guillemets, tu vois, parce qu'on Oui, ne le comprend pas bien. Parce que tout à justement, fait. aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mon job, tu vois. Donc, je libère la part transgressive ou disruptive du génie des gens. Et en fait, je travaille sur ce que j'appelle leurs monstres et leurs fous. Donc, c'est vraiment les parts de toi que tu fuis, parce que tu te dis, si je vais assumer ce machin-là, ça va pas bien se passer pour moi. Et en fait, c'était ça, moi, tu vois, je réprimais mon monstre et mon fou, je réprimais aussi d'autres trucs, mais c'était vraiment, y avait un gros nœud autour de ça, je réprimais mon anormalité, tu vois, enfin, ce que je croyais comme tel, et je me disais que si j'allais exprimer ces trucs-là, ça allait faire de moi bah, quelqu'un d'horrible et quelqu'un de taré, tu vois. Et donc, du Mm. coup, Je veux pas les je me voir. J'y vais suis pas, ça. j'y vais pas. Et du coup, moi, c'était ça, c'était des parts supposées très noires qui, en fait, sont des parts belles, créatives, puissantes, avec lesquelles je me sens ultra bien. Mais j'avais besoin de comprendre, en fait, la nature de ce que je réprimais. Parce que du coup, moi, j'étais quelqu'un qui se forçait, tu sais, à être la bonne personne par excellence. C'est Et ça. ben, juste, j'étais pas moi, tu vois. Mm. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je suis devenue une mauvaise personne. Je suis juste devenue moi, tu vois. C'est ça, c'est ça. En fait, tu as assumé pleinement qui tu étais, au fond de toi, au grand jour. Et ça C'est t'a ça. apporté bah, justement la possibilité, comme tu dis, d'avoir peut-être des personnes qui vont venir vers toi, qui sont plus en accord avec la vraie personne que tu es et pas ce masque, C'est ça. finalement, sous lequel on s'est mis dans la position de victime en tant que personne atteinte d'endométriose. Mais on est victime de quoi finalement? On est juste victime de la personne fausse qu'on a voulu montrer pendant C'est des ça. années. Et là, de s'aligner avec soi-même et vraiment de dire, bah voilà, je suis comme ça, à prendre ou à laisser. Mais ceux qui vont prendre, ils vont savoir pleinement la chance finalement d'avoir cette possibilité-là, cette rencontre avec son soi vrai finalement. Exactement. Et en fait, moi, ça m'a. Tu vois, outre le fait que forcément, ça a fait du bien, on va dire, dans ma sphère gynéco, mais j'ai senti que ça faisait du bien dans tout mon corps de ah, je peux enfin respirer, tu vois. Justement, je suis plus dans cette espèce
d'armure, tu vois, Ouais. que je m'étais créé, de faux costumes, en fait, dans lequel j'étouffais, quoi. Enfin, j'étais pas bien dedans, quoi. Je réprimais. Quelque part, je pense que je réprimais la part la plus belle et la plus jouissive de qui j'étais, tu vois. Ce qui est complètement dingue quand j'y repense. Mais c'était ça, en fait. Du coup, je vivais pas vraiment, quoi. Enfin, je vivais une autre vie que la mienne, quoi. Exact. Tu étais enfermée dans cette espèce de cage qui finalement était peut-être programmée plus par l'éducation, par le côté scolaire, par la société en général, quoi, de toute façon. Oui, et puis je pense que je m'étais mise aussi moi-même, mais c'est vrai qu'après, tu vois, il y a aussi bah, des qualités ou des capacités qui sont, tu vois, socialement plus valorisées que Ouais. d'autres. Mm. Tu vois, par exemple, un truc qui n'était pas facile pour moi en tant que femme, c'est justement ce côté caché direct. Alors autant c'est plutôt valorisé, on va dire, comme une qualité masculine, Ouais. mais tu sais, chez les femmes, il y a ce truc où on est censé être très douce, très enrobante. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui a de la douceur en moi, mais cette douceur va coexister avec un côté, tu vois, je fais des blagues là-dessus, mais c'est genre, je te fous un coup de fouet et je te fous le nez dans ton caca et tu vas aller regarder les trucs. Et en fait, je le fais avec amour, tu vois. Et du coup, ces aspects-là de ma personnalité, je me disais, mais non, mais c'est pas OK d'être comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas OK de dire je t'aime en te plongeant le nez dans les trucs que tu veux pas voir. Et en fait, tu vois, enfin, aujourd'hui, ça me fait rire, mais en fait, cette qualité-là, parce que c'est une qualité, bah, je travaille et je crée avec. Et tu vois, mes clients, aujourd'hui, bah, pas que pour ça, mais ils me payent et viennent me chercher pour le fait que j'aille leur foutre justement le nez dans les trucs qu'ils veulent pas aller voir, tu vois, et de le Exact. faire avec une espèce de fermeté, avec beaucoup d'amour, mais aussi avec ce truc de bah, ok, t'as la trouille d'aller voir ça, c'est parce que t'as la trouille qu'on va aller le regarder. Et en fait, c'est toutes ces qualités-là voilà, que je trouvais dures, que je trouvais tu sais, déviante, enfin, que je trouvais asociale en quelque sorte. Et du coup, voilà, j'essayais d'être quelqu'un de beaucoup plus rond, beaucoup plus doux que ce que j'étais. Et en fait, ce faisant, bah, je me trucidais, tu vois, Exact. physiquement, mentalement, énergétiquement, spirituellement. Enfin, je me faisais mal, quoi. Parce que justement, j'acceptais pas ce genre de caractéristiques, tu vois, ou je sais pas, des sujets de prédilection que j'avais, je me disais, mais non, mais c'est pas OK d'aimer ce genre de trucs, genre les bonnes personnes normales, elles sont pas comme ça. Et en fait, c'est tout ça que je suis allée assumer et aimer. Et ça a été, tu vois, outre le côté physiologique de changement Bien sûr. d'alimentation, tu vois, j'ai beaucoup marché dans la nature, enfin, je fais plein d'autres trucs. Mais moi, je pense le truc déterminant, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai 36 ans, j'ai passé 34 ans à pas m'aimer, tu vois. Mais vraiment Mm. à pas m'aimer du tout. Ouais. Et j'avais beau, tu sais, genre être la première de ma classe, avoir les félicitations des profs, avoir fait des grandes écoles, avoir bossé dans des super boîtes, enfin, et avec tout le monde qui m'aimait, et ben moi je m'aimais toujours pas. Ouais, c'est Et, ça. parce qu'en fait l'amour c'est pas un truc extérieur à toi, enfin c'est une relation que tu as avec toi-même. Et en fait pourquoi je ne m'aimais pas, c'est qu'en fait il y avait à peu près 50% de ma personnalité avec laquelle j'entretenais une espèce de guerre, tu vois, en mode tu peux pas être comme ça, faut pas être comme ça, réprime ce machin là. Et du coup bah, le fait de tu vois, enfin m'aimer, bah ça a changé ma vie, tu vois. Ouais. De Et plus du vivre avec coup, cette sensation de détestation c'est personnelle. ça. Enfin, Et ouais. du coup, est-ce que tu penses que, enfin, ce que j'ai vu beaucoup avec le HP, c'est que avant même d'avoir comment dire, un contact ou un retour des personnes qui sont en face de lui, il a déjà le sentiment de ce qu'on attend de lui et de Oui, comment il doit être avant même qu'on lui demande. Donc, oui, est-ce que... parce qu'on a cette hypersensibilité. Et après, tu vois, pour moi, les hypersensibilités vont varier. Enfin, c'est des dimensions qui sont très singulières, très personnelles. Et tu vois, moi, je sais que j'ai compris ça en faisant mon petit chemin, là, ces 2 dernières années. C'est qu'en fait, moi, j'ai une hypersensibilité à la norme, en fait. Et donc, du coup, cette hypersensibilité à la norme, pendant des années, en fait, je l'ai mal utilisée. C'est-à-dire que je m'en suis servie pour essayer de rentrer dans des cases, pour essayer d'être correcte, etc. Et du coup, ce faisant, bah, je me faisais ultra mal, en fait, parce que je rentrais dans des boîtes de plus en plus
petite, en fait, et C'est je ça. devenais vraiment genre toute repliée dans un tout petit machin. Et en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que tu vois, moi, aujourd'hui, la question de la sensibilité, je la vois complètement différemment. C'est que tu peux avoir une sensibilité et te créer un enfer avec, si tu l'utilises mal, ou tu peux avoir une sensibilité et faire de l'art et créer un truc génial avec. Et tu vois, aujourd'hui, mon hypersensibilité à la norme, bah, c'est un des trucs que j'utilise en fait dans mon métier, enfin dans ma boîte. C'est qu'en fait, globalement, j'aide des gens à casser leur schéma normatif, tu vois. Parce que moi, j'ai un radar, mais alors ultra aiguisé, pour dire, OK, là, tu suis une norme qui n'est pas la tienne, c'est quoi ton vrai truc, tu vois, je le capte direct, mais je l'utilise du coup à bon escient. C'est pour ça, je dis, c'est soit tu peux faire de la merde avec ta sensibilité, tu peux te faire mal, et tu peux te faire vivre un enfer avec. Et pour moi, après, on a des prismes, tu vois, on ne va pas forcément avoir les mêmes capteurs de sensibilité. Mais soit tu peux te faire ultra mal avec, soit tu peux faire un truc génial avec. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, je fais quelque chose de génial avec cette sensibilité, alors qu'avant, je l'utilisais juste pour me faire mal, tu vois. C'est ça. Et c'est, outre les femmes atteintes d'endométriose, hein, les hypersensibles en Oui, général se disent, «Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi je me pose 10 000 questions? Pourquoi?» Et alors que vraiment, c'est vraiment aller vers le côté positif. OK, tu as cette sensibilité-là, tu mais ressens c'est ces des dons, choses. en fait. Exact, C'est tout des à fait. putains de dons. Et en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, tous mes dons chelous, tu vois, bah, je les utilise pour me faire plaisir et pour créer un truc génial, et plus soit à les réprimer, Mmh. soit à les utiliser pour me taper sur le coin de la gueule, quoi. Et en fait, tu vois, globalement, mes clients, même si après, tu vois, je ne suis pas forcément une fan à des cases, etc., mais c'est beaucoup bah, des gens qui ont ce profil très sensible ou un profil HP. Et en fait, c'est ça, c'est soit tu peux utiliser ces capacités-là et ces dons-là pour te faire mal, ou pour te dire que tu es un inadapté social et tu fais des efforts pour rentrer dans le rang et là, tu continues à te faire mal, soit tu peux les utiliser pour créer un truc qui est jouissif pour toi. Et en fait, tu vois, moi, dans les trucs que j'ai compris, c'est pour moi aujourd'hui, on superpose deux trucs qui sont très différents. C'est on va superposer la sensibilité ou la grande sensibilité à certaines choses avec une grande émotivité. En fait, Mmh. l'émotivité, c'est la réaction que tu as en lien avec la relation que tu as à ta sensibilité. Mais si tu es à l'aise avec ta sensibilité et ce qu'elle te permet de créer, tu n'es pas hyper émotif sur le truc, quoi. Enfin, tu Bien sûr. vois, moi, je sais que bah oui, ma sensibilité aujourd'hui, je la vis très bien. Et du coup, j'ai plus de réactions, tu sais, de up and down comme j'avais avant. Aujourd'hui, à la limite, j'ai que les up, tu vois. Mais j'ai plus le putain, c'est horrible d'être comme ça, Oui, qu'est-ce que je fais dans ma life, je suis totalement inadaptée. En fait, ça ne m'arrive plus du tout parce que j'aime ma sensibilité pour ce qu'elle est, en fait, c'est-à-dire un don, c'est c'est ça. tout. C'est ça. Non, non, c'est vraiment une grande prise de conscience et justement quand tu as rencontré, ce côté réprimé, ce côté sombre que tu as été vraiment en lien, tu disais, «Je marchais plus» et là tu nous dis, «Je peux faire, des kilomètres à vélo». Est-ce que tu as senti, progressivement qu'il y avait du mieux, que tu as recommencé? Est-ce que tu étais quelqu'un de sportif à la base? Ou, parce que je pense que ce côté aussi action chez la femme atteinte d'endométriose est super important. Parce que le Ouais. fait d'être sans mobilité, ça interfère aussi et ça favorise tout ce qui est, adhérence, tout ce qui est col, tout ce qui est, Alors moi, j'étais quelqu'un de sportif avant, tu vois. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt sportif, donc j'étais du genre à faire avant pareil, tu vois, le max que j'avais fait, c'était quelques années avant, une année et demie avant l'endo, j'avais fait 1200 km à vélo, tu vois. Donc, j'étais pas quelqu'un de, comment dirais-je, d'immobile. Et du coup, ça a été très très dur, du coup, quand je me suis retrouvée à être au fond de mon lit parce que bah, une de mes sources de joie, qui était le mmh, sport, je pouvais plus le pratiquer, donc ça a été très difficile. Et en fait, par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est, alors bon, les 2 premiers mois après la chirurgie, j'avais vraiment, à part faire le tour du pâté de maison, j'arrivais pas à faire plus. Par contre, c'est au bout de 2 mois, je commençais à avoir suffisamment de force pour refaire du sport, et donc je m'étais donné la règle suivante. Je me suis dit, Hélène, même si c'est 40 minutes de marche, fais au moins 40 minutes de marche par jour, tu vois. mmh, Parce que du coup, bah,
je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, avec l'immobilité, mais j'avais perdu énormément de poids. En bon, en plus, comme tu vois, je suis pas non plus la personne la plus grosse du monde. Donc, j'avais perdu énormément de poids et j'avais perdu énormément de muscles. Et du coup, je me suis dit, bon, fais à la mesure de ce que tu peux faire. Donc, tu vois, au bout de 2 mois, j'ai pu recommencer à marcher 1 heure 40 minutes par jour. Au bout de 4 ou 5 mois après la chirurgie, j'ai pu refaire de la randonnée, tu vois, marcher 3-4 heures. Ça, c'était OK. Et c'est 5 à 6 mois après, j'étais capable de refaire du vélo. Et alors, je te promets, c'est la première fois que j'ai fait du vélo. J'ai fait, bon, je sais pas combien de kilomètres je vais faire. Puis en plus, par chez moi, tu vois, c'est quand même assez vallonné, donc c'est pas du plat, c'est quand même assez sportif. Puis je me suis dit, bah écoute, on va voir. Mais tu sais, j'avais la peur de me dire, mais si ça se trouve, je vais faire une crise de douleur sur mon vélo et ça va être l'horreur, etc. Et en fait, j'ai fait 45 km à vélo, tu vois. Première reprise. Et là, mais j'ai pleuré de joie, tu vois. Tellement j'ai fait mes punaises. Alors, ok, j'ai encore très mal, mais je peux refaire du vélo. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, tu vois, alors j'ai considérablement changé. En fait, j'ai tout changé dans ma vie, tu vois. J'ai changé de lieu, j'habitais à Paris, aujourd'hui j'habite à la campagne, j'ai donc changé de métier. Mon réseau relationnel s'est énormément transformé. J'ai changé bon, voilà, de style alimentaire. Et aussi, du coup, c'est vraiment, je prends énormément de temps chaque jour pour aller dans la nature, tu vois, donc que ce soit à pied ou à vélo. Et ça, je pense que c'est super important, tu vois, enfin, en tout cas pour moi. Et je pense en effet que notre corps, il tire aussi son énergie et sa santé du fait d'être, comme tu dis, mobile, quoi. C'est ça, c'est ça. On voit beaucoup, bah, du coup, des femmes qui osent pas parce qu'elles sont terrassées par la douleur et ça peut complètement se comprendre et on a été dans cette situation-là. Mais au plus on va vers l'immobilité et au plus on va être touché par, des douleurs encore plus violentes, encore plus, invalidantes, pardon. Et du coup, c'est aussi peut-être, se dire que, c'est un peu un signal encore du corps à ce niveau-là. Comme tu dis, il y a vraiment beaucoup ce côté mindset et esprit qui est très important et qui est hyper, comment dire, qui est hyper bloquant, on va dire. Ouais. Mais cette partie corps qu'on ne s'autorise pas non plus, elle est pareille. Et puis les adhérences, c'est quand même des points de colle qui vont être encore plus favorables sur le fait que la mobilité du bassin, Oui. elle est pas OK, donc c'est sûr. Après, est-ce que le fait justement d'avoir fait table rase, tu vois? Souvent il y a quand même cet esprit de vouloir en finir avec la vie, clairement, chez les femmes atteintes d'endométriose et souvent il y a aussi ce côté où on élimine tout. Ou en tout cas une grande partie, parce que bon là, dans les femmes qui ont témoigné, il y en a qui ont pas changé, mais qui ont changé ou de travail ou le côté relationnel, comme tu dis, familial, ami, qui a beaucoup changé et cetera. Est-ce que, finalement, c'est pas se dire, «J'ai envie de tout arrêter» ou c'est plus parce qu'on s'est construit une vie qui nous convenait pas Ouais. et que ça se remet Ouais. tout à zéro? Bah, en fait, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur cette envie de mourir. C'est en fait, de fait, j'avais envie de mourir, tu vois. Simplement, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais Mmh. en fait, tu vois, c'est ce que j'appelle mon moi de surface. Bah, mon moi de surface, j'avais envie qu'il meure, en effet, tu Ouais. vois. Et donc, c'était toute cette espèce de vie factice, de façade que je m'étais érigée, tu vois, entre moi et moi-même, en fait. Et ça, en effet, ben, je l'ai tué, tu vois. Enfin, Mmh. et il y a une partie qui est morte un peu toute seule, tu vois, et puis une autre partie, j'ai fait, OK, tu vois, si je suis totalement honnête, ce truc-là, il doit partir, quoi. Mmh. Et donc, je pense que c'est ça, tu vois, c'est de se dire, en effet, quand on parle de mort, en fait, de quelle mort on parle, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis finalement, mourir, c'est aussi, se dire comme on en parlait au début, c'est aussi se dire, «Bah, voilà, j'ai telle et telle solution qui s'offre à moi, mais finalement, c'est pas des solutions à long terme». Je souffre, le martyre,
pendant des jours, des mois. Et puis, même si c'est que quelques jours par mois, je sais que le mois prochain, ça va revenir et tout. Donc, comme tu dis, c'est pas une vie. On n'a pas envie de ça, finalement. On n'a pas envie de Non. se dire, voilà. Ouais, tu vois, après, ça me fait rire, mais c'était une expression qui, genre, me déclenchait, tu sais, des réactions pas possibles. C'était quand on me disait, ah, on peut pas vous guérir, mais on peut améliorer votre qualité de vie. J'étais là, mais moi, je veux pas d'une qualité de vie améliorée, moi, je veux vivre, tu vois. Et en fait, et donc, à l'époque, comme en fait, j'étais, tu vois, persuadée que c'était pas possible et que j'allais devoir, bah, tu vois, prendre des médocs, faire de la chirurgie et tout. Mais j'avais vraiment, du coup, tu sais, je me plombais toute seule à me dire, mais putain, ma vie est finie, tu vois. Mm. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah oui, bien sûr que tu avais envie de vivre et tu avais envie d'avoir une vie pleine. Et c'est OK, c'était ton vrai désir. Et tu vois, moi, je sais que c'était vraiment les premiers mois de mon chemin de guérison, je me suis vraiment donné un espèce de putain d'engagement avec moi-même. Je me suis dit, en fait, je ne m'arrêterai pas tant que j'y serais pas arrivée, tu vois. Mm. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais en gros, voilà, c'est non négociable. Je veux ça et je veux pas autre chose. Et le fait de poser ça, tu vois, même si bah ça prend du temps, Mm. en fait, bah, c'était là pour moi la décision juste, tu vois, de me dire bah je sais pas comment je vais le faire, mais je vais faire ce truc. C'est ça. En alchimie, on décrit bien hein, le statut de la femme atteinte d'endométriose qui passe du statut de victime à pauvre de moi, je subis, personne ne peut m'aider, etc. Comment je vais faire, à quoi je vais me raccrocher à vraiment ce que tu viens de dire, c'est pour moi, j'ai décidé que je voulais une vie correcte, je voulais une vie épanouie. Maintenant, qu'est-ce que je décrète? Je décrète que tant que j'y arrive pas, C'est je vais ça. aller jusqu'au bout du bout et je vais y arriver et quoi qu'il en soit, je vais trouver les solutions. C'est exactement ça. Et en fait, ça veut pas dire, tu vois, derrière, moi, tu vois, j'ai testé des trucs, il y a des trucs, ça m'a pas convenu. Donc après, c'est un peu du test and learn. Tu vois, par exemple, à un moment, j'ai testé le véganisme. Bon, j'ai perdu vachement de poids. J'ai fait, OK, véganisme, c'est pas pour moi. Donc, j'ai fait, OK, on retourne manger de la viande. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi de pas se taper dessus sur bah, les tests qu'on fait, tu vois. Euh, et, euh, et c'est ça, c'est aussi d'être. Enfin, je pense que l'endométriose, ça m'a aussi appris, bah justement, ça m'a appris l'amour de moi et ça m'a appris une forme de douceur. C'est, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie d'aller dormir et qu'il est, je te dis n'importe quoi, bah, qu'il est 14h30 et que j'ai rien de prévu à cette heure-là, bah, je vais dormir, tu C'est vois. ça. Alors qu'avant, j'étais là, non, Hélène, tu dois agir, tu dois faire des trucs. Tu vois, moi, j'étais dans une espèce d'hyperactivité, tu vois, pour être justement la bonne personne parfaite. Et maintenant, bah, tu vois, le matin, je ne mets pas de réveil, je me réveille quand je me réveille, tu vois. Du coup, tu vois, je casse jamais des coachings ultra tôt parce que je me dis, bah, je vais à mon rythme. Et si j'ai envie de prendre le temps le matin, bah, je prends le. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, je pense aussi, de respect de Ouais. mon rythme, de respect de mon corps. En fait, avant, j'aimais pas mon corps, tu vois. Enfin, déjà, je me trouvais moche. Euh, voilà, je l'aimais pas et j'ai vraiment appris à bah, l'aimer, à le respecter parce que mine de rien, c'est le truc que j'ai pour toute ma vie, tu vois. Donc, en fait, c'est le truc qui va m'accompagner pour cette vie-là. Donc, autant que j'ai une bonne relation avec lui. Et c'est toutes ces dimensions-là, en fait, vraiment que je prenais pas en compte, quoi. Ouais. C'est ça, mais Julie, elle en avait parlé dans sa vidéo, la toute première qu'on a fait ensemble. Et c'est vraiment s'autoriser à écouter déjà, Oui. écouter, comprendre. Et puis, une fois qu'on a écouté, compris, répondre correctement à ce qu'on a besoin, à l'alimentation, comme tu dis. Hein. Toi, tu as senti que la viande, il fallait que tu y reviennes. Il y en a d'autres qui vont dire, oh là, moi, les produits laitiers, à chaque fois, je les mange, ça va pas. Oui, c'est ça, moi. Voilà, c'est pas sortir, c'est pas dire du coup je sors du cadre ou je fais pas bien, c'est juste que chaque personne est différente et que chaque personne va réagir différemment à quelque chose de peut-être anodin pour une autre personne qui n'est pas atteinte de maladies inflammatoires, je dirais, parce que plus ou moins toutes les maladies inflammatoires Oui, sont reliées. Mais voilà, c'est sûr que. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chez les femmes atteintes d'endométriose, j'ai toujours remarqué qu'il y avait beaucoup finalement, de joie de vivre, tu vois. Il y avait oui, je beaucoup pense qu'on de est des vraies pétillance. amoureuses de la vie. Oui. Exact. Je pense que c'est un des espèces de paradoxes. C'est à la fois, je pense qu'on est capable de descendre très bas
Et en même temps, ouais, il y a un vrai truc de, tu vois, moi, j'adore la vie, quoi. Enfin, et c'est vrai, je trouve ça juste. C'est ça. Il y a cette pétillance, il y a cette joie de vivre. Alors forcément, bah, pas dans les mauvais moments, hein, mais il y a toujours un côté, qui est ouvert, justement beaucoup sur l'amour, mais l'amour, à plusieurs dimensions. L'amour de soi, mais l'amour aussi, de tout ce qui est, la nature, enfin moi je sais Ouais. que j'ai eu beaucoup de prise de conscience quand j'ai arrêté la pilule et ça me ramenait à ça comme tu dis, hein: «Va marcher, va dans la nature, reconnecte-toi à l'essentiel finalement. Oui, Tu c'est vois? ça. Bah, Voilà. en fait, à ce qui tu vois, ce qui génère de la joie, ce qui génère du plaisir, enfin, ce qui fait que tu te sens vivant, tu vois? Mmh. Et en fait, moi, c'est ça, c'est je me dis: Ma vie aujourd'hui, je l'ai designée pour, bah, me sentir vivante dedans», tu vois? C'est ça. Et pas, j'avais un gros mécanisme, tu sais, je le caricature, mais qui était un peu, «Souffre maintenant, tu seras heureuse plus tard», quoi. Bah, non, c'est en fait, je vais être heureuse maintenant et je souffrirai pas, tu vois? Enfin, C'est ça. Non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est aussi peut-être, bah, ces croyances limitantes, hein, c'est ces barrières qu'on se met en disant, bah, voilà, les autres, comment ils ont fait, comment parce qu'il y a quand même un élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, on a dit: «C'est plus possible, oui, je vais trouver la solution de la guérison». oui. Qu'elle soit guérison ou comme tu dis, qu'elle soit, limitation de symptômes pour vivre vraiment pleinement sa vie. Parce qu'il y a des moments où, d'un mois sur l'autre, on calculait, quel jour, on allait être dans la douleur pour pas organiser quelque chose à ce moment-là. Enfin, ça va hyper Alors loin que quand là, même. tu vois, enfin, mon cycle, je le calcule même pas, tu vois? Enfin, et puis je me dis: «Bon, bah, OK, mes règles sont là, bah, elles sont là, tu vois? Point, je peux faire, plein de trucs, comme d'habitude». Et en fait, c'est ça, c'est que je pense que moi, l'endo, ça a accentué finalement, bah, une de mes grosses problématiques de vie qui était de me rétrécir de plus en plus, tu Ouais. vois? Au lieu, de rayonner qui j'étais, tu vois? Et en fait, ben, c'était un peu cette symbolique-là, quoi, de, ben, OK, du coup, tu vas bien être toute repliée sur toi par la douleur et c'était totalement insupportable et c'est vrai, c'est ce que tu dis, je pense qu'en fait, il y a des moments enfin moi j'ai une, je te dis dans les prises de conscience, c'est quand je suis tombée sur le témoignage de Julie et il y a eu aussi une fois où j'étais allée à une réunion sur l'endométriose qui était organisée donc par le médecin qui me suivait et en fait, du coup, il y avait une centaine de femmes, qui étaient présentes et si tu veux, j'ai regardé le truc de manière un peu méta et je me suis dit: «En fait, ce qui est en train de se passer, c'est on a, une centaine de femmes qui souffrent et qui attend, une solution qui vient de l'extérieur et l'extérieur lui dit: "On n'a pas à ce stade de solution pour toi"». C'est ça. Et du coup, ça a tourné en boucle comme ça et là, en fait, à l'intérieur de moi, il y a vraiment eu une pensée, tu sais, qui est montée, qui a été: «Si je reste là-dedans, je suis foutue». Je me suis dit: «Je suis foutue», tu vois? Je guérirai pas. Tout simplement parce qu'en effet, enfin, il y a pas de solution, extérieure, définitive pour l'endométriose, c'est juste factuel, tu vois? Et donc, c'est là où, bah, c'est pas longtemps après ce truc-là où du coup, bah, je suis allée, tu vois, faire mes recherches, je suis tombée sur le témoignage de Julie. Mais du coup, il y a vraiment un truc qui s'est allumé qui est de me dire: «En fait, si tu restes là-dedans, tu n'en sortiras pas, quoi». Ce qui ne veut pas dire après, tu vois, c'est ce que tu disais en préambule, ce qui ne veut pas dire que derrière, tu vois, je rejette les. Tu vois, je vois dans mon entourage, donc j'en connais plusieurs, des femmes atteintes d'endométriose. Il y en a certaines, elles ont eu une chirurgie, ça a été beaucoup mieux après. D'autres qui supportent bien la pilule. Enfin, tu vois, ça, après, je pense que c'est vraiment des chemins très individualisés. Moi, la pilule, je la supportais très mal et ça ne m'enlevait pas la douleur. Et la chirurgie, ça ne m'a pas aidé non plus. Donc, de toute façon, à un moment, j'étais un peu forcée de me dire, il va falloir trouver autre chose parce que tu as testé ce qui était disponible, tu vois, à l'extérieur et ça n'a pas fonctionné pour toi. Donc après, ça, je pense que c'est vraiment des choix personnels, tu vois, et c'est à chacun de le faire comme il le sent, son âme et conscience, quoi. Oui, oui, tout à fait. On n'est pas en train de dire que la femme atteinte d'endométriose, elle a tout faux dans sa vie et que, en fait, c'est juste un mauvais chemin qu'elle a choisi. C'est juste que, Oui, bah, pour certaines, clairement, ça a été, une étape d'évolution vers elle qui a été mais plus que nécessaire et où, à bah réveiller, hein.
Tu vois, C'est ça. si je dis franchement, ça a été une grosse baffe, mais ça m'a réveillée. C'est en gros tous les trucs que je voulais pas voir, j'étais obligée d'aller les voir. Et après, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense pas que ce soit la femme atteinte d'endométriose, il y a des femmes C'est ça. atteintes d'endométriose Mmh. et chaque personne, tu vois, a du coup un chemin singulier, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense vraiment que le chemin vers la guérison, même si tu as des grandes récurrences, je pense que c'est un chemin qui reste un chemin individuel et unique, en fait. Parce que c'est nous qui savons comment faire ou qui allons le découvrir C'est progressivement, ça. quoi. C'est ça. C'est ça et du coup, c'est pour ça que c'est la complexité aussi, d'arriver à la guérison parce Oui, que, certains disent: «Bah, non, il y a une rémission ou il y a un côté atténué». Alors forcément, peut-être la femme entre-temps, elle a fait des choses qu'elle a pas forcément exprimées ou qu'elle a pas voulu ou qu'elle a pas vu tout simplement, dans ce qui a été, changement de sa vie. Mais c'est pour ça que c'est complexe parce que chaque femme est unique et chaque pathologie est unique dans cette forme de maladie, comme elle est, sur d'autres maladies inflammatoires aussi. C'est un parcours de vie. Il peut y avoir des traumatismes dans l'enfance, il peut y avoir des choses qui n'ont rien à voir avec le moment actuel et qui sortent, exactement. Qui sortent donc à ce ouais, moment-là, tu vois. Et c'est c'est ça. aussi pour ça qu'en effet, c'est un chemin qui est à la fois individuel et qui est un chemin complexe, tu vois. Donc, à la fois, ça m'a été très utile, tu vois, de me faire accompagner, du coup, et de lire aussi d'autres témoignages, tu vois. Enfin, dans les gens que j'ai trouvé inspirants, tu vois, c'est une nana qui s'appelle Manon Toiti, qui, elle, s'est guérie de la maladie de Crohn. Donc, tu vois, je suis allée voir comme ça, parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, en gros, toutes les pathologies, ça doit fonctionner un peu pareil. Donc, du coup, je suis allée voir, tu vois, d'autres cas. Et en fait, je me suis dit, bah oui, il y a beaucoup de constantes. Et en même temps, chaque expression de la constante, elle est individuelle parce qu'elle est liée C'est ça. à ta personnalité, en fait, à qui tu es. Et donc, ça, c'est un boulot qu'on fait tout seul, quoi. Ouais, de soi à soi, c'est ça, C'est ça, c'est nous avec nous-mêmes. c'est ça. Est-ce que Hélène, tu aurais envie de dire quelque chose aux femmes qui vont regarder cette vidéo, qui justement un partage vraiment ou quelque chose que tu aurais, un point final que tu aimerais, développer Bah, ou peut-être juste leur dire que c'est possible, en fait, mmh, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a fait énormément de bien quand je suis tombée sur le témoignage de Julie et après sur le témoignage de guérison d'autres femmes. C'est qu'en fait, c'est possible. mmh, Après, ça ne veut pas dire qu'on sait d'emblée quelle forme ça va prendre ou comment on va faire. Mais c'est vraiment, enfin, tu vois, moi, je sais que les premiers mois, j'ai fait un gros boulot là-dessus, juste de conviction, de me dire, OK, c'est possible, tu vois. Parce que ça m'a demandé de défaire la croyance sur laquelle c'était pas c'est possible. ça, c'est ça. Donc, moi, tu vois, ça m'avait fait énormément de bien. Et c'est pour ça que, ouais, les premiers mois, j'ai passé autant de temps à lire des témoignages, tu vois, de gens qui s'étaient guéris de trucs abracadabrantesques, quoi, parce que j'avais besoin de me forger cette conviction en béton armé que c'était possible de faire ce truc-là. Mmh, Comment je ne savais pas, mais que je pouvais le faire. Donc, ouais, c'est ce ça. serait ça, je pense, mon message. Génial. Merci infiniment Hélène. Merci, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Sandrine. C'est ravi. Je suis ravie, de faire toutes ces interviews avec ces femmes passionnantes parce que c'est vraiment un beau partage, c'est vrai qu'en amont des enregistrements, on discute beaucoup. Hélène, elle n'était pas, super, open pour faire la vidéo et du coup, je suis ravie Hélène. Non, mais écoute, je suis contente de l'avoir fait. Je te dis, bah moi, c'était parce que je disais, ah ouais, mais je suis pas encore à 100% guérie, donc quand même, je préférerais être 100% guérie pour faire la vidéo. En fait, non, bah tu vois, je partage là où j'en suis, c'est-à-dire que oui, 2 ans plus tard, il me reste voilà, quelques douleurs au lombaire et quelques douleurs à l'ovaire, mais c'est quand même largement mieux qu'à une époque. Génial. Merci beaucoup Hélène. Bah, je t'en prie, À Sandrine. bientôt, une future vidéo, prochainement et Voilà, puis, quand je serai 100%, je reviendrai te faire un petit coucou. volontiers. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, ciao, ciao. Ciao.